de nos États. Et pour revenir plus précisément à votre question, effectivement, le sursaut patriotique des Burkinabés qui s'est manifesté à travers donc, les différentes contributions au Fonds de soutien patriotique, mais aussi la vision stratégique de notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a su, dans l'adversité, transformer notre armée, la restructurer, l'équiper, pour aujourd'hui en faire une armée qui va à l'offensive et qui nous permet aujourd'hui non seulement de reconquérir des espaces qui étaient irrémédiablement perdus, mais aujourd'hui de consolider la conviction que nous allons gagner cette guerre parce que nous avons des héros sur le terrain qui se battent avec détermination. Ce sont des terres que nous avons héritées de nos ancêtres. Ce sont des terres que nous allons tout faire pour reconquérir, les léguer à nos descendants afin d'être légitimes et surtout d'être à la hauteur de l'héritage que nous avons eu donc et que nous devons assumer aujourd'hui. Dans cet effort de reconquête, comment appréciez-vous l'engagement des forces civiles aux côtés des forces militaires, parlant des volontaires? Comme vous l'avez indiqué, dans la stratégie donc, déployée aujourd'hui et surtout dans l'approche qui a été donc, mise en œuvre par le capitaine Ibrahim Traoré, la mobilisation des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, qui sont donc des civils patriotes qui aujourd'hui également sont engagés aux côtés des forces combattantes, notamment donc les forces de défense et les forces de sécurité intérieure, parce que tout simplement, ce sont des civils qui sont révoltés, mais des civils qui savent également que le salut du Burkina ne peut venir d'ailleurs. Ce sont les fils du Burkina qui doivent se mettre debout, assumer les sacrifices et surtout faire en sorte que nous puissions être à la hauteur de ces phrases que nous aimons entonner dans notre hymne national, parce que par le sang, par la sueur, les fils du Burkina Faso se sont mis debout pour reconquérir leur territoire, rétablir leur dignité et affranchir leur pays. Donc c'est saluer vraiment cet engagement donc, des volontaires pour la défense de la patrie et surtout reconnaître que c'est un engagement aujourd'hui qui est extrêmement précieux dans le combat qui est mené aujourd'hui. Comme je le disais, la plus grande reconnaissance, c'est la reconnaissance du peuple et la reconnaissance de l'histoire. L'AES, dans sa dynamique de lutte contre le terrorisme dans son espace, envisage de mettre en place une armée unifiée. Que peut-on attendre concrètement de cette stratégie? Par ailleurs, est-ce qu'on a la garantie que cette armée unifiée à venir ne va pas connaître le même sort que le G5 Sahel? L'AES est née d'abord d'une volonté de défense commune, avant d'être élargie donc aux questions de diplomatie et de développement. Tout simplement parce que nos trois leaders, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdraman Tiani, les trois leaders à la tête des trois États se sont rendus compte et ont compris que la solution à la crise sécuritaire au Burkina Faso se trouve au Mali. La solution à la crise sécuritaire au Mali se trouve au Burkina Faso. La solution à la crise sécuritaire au Burkina Faso se trouve au Niger, alors que jusqu'à présent, alors chacun menait son combat de son côté. Et donc c'est ce qui a donc prévalu aujourd'hui et tout de suite après la création donc de l'Alliance des États du Sahel, à ce que ce soit d'abord vraiment une coopération étroite entre les trois armées pour faire en sorte qu'aucun pays ne puisse être une terre de repli pour l'ennemi. Parce que c'est le même ennemi qui écume la zone des trois frontières, qui endeuille le Niger, qui endeuille le Mali, qui endeuille le Burkina Faso. D'où l'intérêt donc de cette force unifiée aujourd'hui, le processus avance très bien pour être une force opérationnelle. Vous savez, le G5 Sahel, très vite, si nos États ont quitté ce machin, c'est parce qu'on s'est très vite rendu compte que c'était un autre instrument de notre asservissement, de l'impérialisme. Parce que quand vous voyez à l'époque, en réalité, les 5 États qui composaient ce G5 Sahel ne décidaient pratiquement de rien. Les décisions venaient d'ailleurs et c'était un instrument qui avait été donc mis en place pour servir des desseins qui sont loin, en tout cas, de la nécessité du combat contre le terrorisme. C'est pour cela que cette institution a brillé donc par son inefficacité, a brillé par son absence sur le terrain
Je ne sais pas quel bilan vous pouvez aujourd'hui tirer de la lutte contre le terrorisme par le G5 Sahel. Je ne sais pas si un seul acquis a été obtenu sur le terrain. Bien au contraire, au lieu de mobiliser les forces endogènes, c'était une structure qui comptait sur des implications étrangères. Et quand c'est ainsi, celui qui vous donne l'argent, c'est lui qui décide de ce qui se fait. Et on a très vite compris cela et nos chefs d'État ont décidé en toute souveraineté de tourner le dos au G5 Sahel. Et aujourd'hui, cette force, la différence donc du G5 Sahel, est née de la volonté de nos 3 leaders qui aujourd'hui sont engagés par des moyens et des capacités endogènes à donner toute la force donc, et toutes les capacités à cette force unifiée-là afin de pouvoir donc mener ce combat historique, gagner la guerre et faire en sorte que de façon donc plus étroite, nous puissions nous opposer donc aux volontés donc des pays impérialistes de briser la dynamique donc confédérale qui est une dynamique de souveraineté. Monsieur le Premier ministre, il y a le voisin béninois qui vient de subir une attaque terroriste avec un bilan quand même assez lourd. Quel commentaire avez-vous à faire par rapport à cette actualité? Nous sommes en tant qu'Africains affligés, bien sûr, par la perte de ces soldats. Peu importe les chiffres, même si c'est un soldat qui tombe, c'est un soldat de trop. Et c'est un motif de deuil. Ça devrait être un motif de deuil pour tout Africain, pour tout humain. Donc, nous sommes solidaires, bien sûr, du peuple béninois en ces moments difficiles. Ce que nous avons dit pour la Côte d'Ivoire est valable pour le Bénin. Les peuples béninois et burkinabés sont des peuples frères. Et le malheur du peuple béninois est le malheur du peuple burkinabé. Mais comme je dis, le moment est venu pour les peuples de s'assumer. Parce que comme je l'avais dit, pour paraphraser Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Donc, tout en exprimant notre compassion et notre solidarité avec le peuple béninois, nous disons aujourd'hui que il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut véritablement que tout le monde prenne conscience qu'il n'y a pas de compromission avec les terroristes. Il n'y a pas de compromission avec les parrains des terroristes qui puissent mettre quiconque à l'abri.